Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission à l'affût. Aujourd'hui, en reportage, on vous amène à la pêche sur le fleuve Saint-Laurent grâce à notre collaborateur de pêche émérite, M. Berkane Coban, et son collaborateur Samuel Hubert. Pêche à l'Achigan, précisons. Et un peu plus tard à l'émission, je revois notre technicien émérite Vincent Cloutier qui nous parle des batteries au lithium pour moteurs électriques. Comme toujours à l'émission à l'affût, lorsque je reçois notre invité Vincent Cloutier, il y a toujours un sujet d'actualité qui intéresse chasseurs et pêcheurs. Et aujourd'hui, ça ne fait pas exception. Salut Vincent. Salut Sylvain. J'aime ça, ce que tu nous as amené, parce que c'est nouveau. Nouveau, oui. On parle ici relativement nouveau. Il y a quelques années, on n'en parlait pas de ça. Maintenant, on parle de nouvelles gammes d'emmagasineurs, de batteries, si on parle couramment, pour spécifiquement nos pêcheurs qui utilisent des moteurs électriques. Oui. Des batteries au lithium. Oui. La plus grosse avantage, légèreté. C'est beaucoup moins lourd qu'une batterie habituellement, qui ont des plaquettes de plomb qui faisaient que ça alourdissait énormément. La journée que j'en ai reçu au magasin, je me suis surpris à prendre 2 boîtes et partir avec. Jamais j'aurais pu faire ça avec une batterie au plomb normale de la même grosseur. Fait que si on a un peu de portage à faire, c'est merveilleux, ça pèse. Ceux qui ont des petits canots, des petites chaloupes, qui décident de prendre juste un moteur électrique pour des fins de plaisance ou de pêche à l'occasion, le dénominateur commun, ce qu'ils détestent le plus, c'est de traîner leur foutue batterie. C'est lourd, ils ont de la difficulté. Les gens qui deviennent un peu plus âgés trouvent ça difficile. On essaie de se trouver des façons de transporter notre batterie. Le petit diable, certains sacs à dos. On en voit tellement des inventions de fortune pour transporter la foutue batterie. Ça vient un peu révolutionnaire. Oui, c'est révolutionnaire. C'est sûr que la grosse, on a la poignée qui se traîne pour trimballer notre batterie, que c'est pas un problème. Mais c'est impressionnant, là, le poids. Là. Je serais pas capable de faire ça avec une batterie conventionnelle, là, à bout de bras. Là. Puis la plus petite, on a un sac de transport parce qu'on a vraiment juste la place pour mettre les doigts à chaque côté. Fait qu'avec le sac de transport, c'est facile de les déplacer. On va dire, c'est des batteries 12 volts. Là. On va le dire comme ça. Les deux, on a un peu la même performance. C'est sûr que la grosse, la performance est encore plus grande parce qu'il y a plus, on va dire, d'énergie à l'intérieur. L'autre grosse différence, on est capable de voir combien il nous reste de pourcentage d'énergie dans notre batterie. OK, c'est ça la petite fenêtre ici, le numérique, on est capable de voir la capacité de charge qu'elle a. Moi, j'ai fait un voyage de pêche, je vais dire... c'était 3 jours, la première journée, une demi-journée, la dernière journée, une demi-journée, on va dire 2 jours de pêche. Avec mon petit moteur électrique à 2 ou 3 dans une chaloupe, 2 adultes, un enfant, j'ai pris 10% de ma batterie. Seulement 10%. Donc, si on va à un endroit, en plus, qu'on n'a pas d'énergie. Pas de génératrice. Pas de génératrice. C'est la batterie que ça prend. Surtout en plus, si votre petit moteur électrique, c'est la série maximiseur qui économise l'énergie en plus. Cette batterie-là, vous allez faire plusieurs jours sans problème. C'est une batterie à décharge profonde. On est bon pour la recharger 1000 fois. 1000 fois? Oui. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est sûr que si on pense à quelqu'un qui a un gros bateau, qui a un gros moteur électrique, que ça lui prend 2 à 3 batteries, il va peut-être crocher un petit peu, il va être content que c'est pas pesant, mais il va peut-être crocher un peu sur le prix. C'était ma prochaine question, ça, Vincent. Est-ce que c'est une batterie qui reste relativement abordable? Parce qu'une batterie au plomb, à décharge profonde, qui a une bonne garantie, puis qu'on veut utiliser de façon intensive, corrige-moi si je me trompe, mais les derniers prix que j'ai vus, c'était quelques centaines de dollars. Oui, on va jouer entre 150 et 250, tout dépendant les qualités. Celle-là, on part à 1000 $. Quand même, hein? Oui. OK, pour un autre budget. Pour un autre budget, mais si on pense long terme, garantie 10 ans, 1000 charges, c'est sûr que peu importe la batterie qu'on utilise, il faut bien l'entreposer. C'est sûr. Ça reste un minimum de discipline
Parce qu'il faut dire aussi que c'est relativement nouveau. Rien ne dit que dans un avenir relativement rapproché, les prix vont diminuer. Oui. On va voir commencer à voir disparaître nos vieilles batteries Oui. au plomb qui plusieurs considèrent polluantes puis dangereuses, à tout le moins avec l'acide. Une batterie lithium scellée comme ça, parce que là-dedans, il n'y a pas d'acide. Pas d'acide, c'est scellé, c'est pas un problème, là, ce côté-là. Il faut avoir un chargeur pour la charger, un chargeur intelligent qui va arrêter, mais ça prend un chargeur aussi qui va charger les batteries au lithium. Ah, OK. C'est Donc, c'est pas tous les chargeurs qui peuvent recharger une batterie au lithium. De toute façon, peu importe la batterie, on devrait toujours avoir des chargeurs intelligents pour arrêter au bon moment. Absolument. Ben, en tout cas, c'est une belle nouveauté. Je suis content que tu sois venu nous en parler parce que je ne connaissais pas ça. Mais à tout le moins, on sait que c'est peut-être un peu plus dispendieux, mais le poids de cette batterie-là va faire en sorte que c'est une option à envisager plus sérieusement pour le pêcheur qui aime des petites excursions avec sa batterie lourde. Merci beaucoup, Vincent. Très intéressant. Et nous, on se dirige tranquillement vers notre reportage de pêche sur le fleuve Saint-Laurent grâce à notre collaborateur à l'émission à l'affût, Berkane. On regarde ça ensemble. Bonjour, bienvenue avec nous. On est aujourd'hui en compagnie de Berkane pour une pêche à l'Achigan d'automne sur le fleuve Saint-Laurent. On est au niveau de Leclercville dans l'Aubinière, un petit peu à l'ouest des ponts de Québec. Donc on va faire une pêche à l'Achigan drop shot, mais pour ça, Berkane va nous expliquer un peu plus les détails de la journée. Pour pêcher l'Achigan dans la fin de saison, comme présentement on est en novembre, il faut penser que l'Achigan l'été se tient entre 5 et 15 pieds en moyenne. Puis plus que la saison avance, là, en fin de saison comme présentement, il va aller chercher les profondeurs. Puis présentement, on est entre 20 et 30 pieds pour essayer de trouver l'Achigan. Puis là, pour ça, on va prendre des techniques beaucoup plus lentes, des présentations moins agressives comme le drop shot ou à la jig, avec des vitesses environ d'1 000 à l'heure. Fait qu'on se laisse descendre avec le courant, puis à ce moment-là, on essaie de faire provoquer les attaques avec l'Achigan. Pour ça, on va prendre des leurres qui vont ressembler à des menées ou des petits poissons là, à pas, des poissons fourrage. Et on laisse traîner notre ligne dans le fond de l'eau jusqu'à temps qu'on sente l'attaque. Puis à ce moment-là, on fait. Fait que c'est simple comme ça, la pêche à l'automne. Mais pour ça, ben, il faut s'en mettre de patience parfois parce que ça se peut que par moment, là, dans la journée, l'Achigan porte moins à mordre. Puis dans ce temps-là, il faut oser changer de leurre, oser changer de couleur ou de présentation. Fait que c'est ce qu'on va vous inviter à faire. On est prêt? On décolle. Sur le drop shot, celui-là.
Alors, on va vous expliquer le montage drop shot qu'on va utiliser aujourd'hui, qu'on a utilisé presque toute la journée. Donc on a un hameçon, ici, qu'on fixe sur notre bas de ligne, toujours pointé vers le haut, dans lequel on va venir insérer notre petit leurre souple. Donc, quand il nage, le leurre souple va se retrouver toujours debout dans l'eau comme ça, c'est bien important, il faut toujours qu'il soit perpendiculaire. Et à la fin, on va venir mettre notre petit plomb drop shot juste dans le fil. Donc en fait, quand on va pêcher, notre plomb va traîner dans le fond du fleuve, de l'eau, et le petit poisson, lui, va être horizontal et va nager tranquillement. Donc c'est une présentation vraiment lente. On pêche perpendiculaire au bateau. C'est très important pour que le petit leurre soit toujours horizontal. Regardez comment la canne travaille. Il va peut-être vouloir sauter, là. Surveille mon bout de ligne, là. Regarde, il va sauter. Oh non! Encore. Regarde bien au loin. Ça s'en vient. Oh, ça, c'est une belle palette, là. Je sais pas pourquoi j'avance encore. Je vais mettre le modèle. Hein? Il va vouloir sauter. Oh, c'est un gros bar rayé. C'est un bar rayé. Un bar rayé très combatif parce que je m'attendais à un gros achigan. Ouais, mais là, c'est un beau. Mets ton filet à l'eau, s'il te plaît, je vais te l'amener. Je suis prêt. Oh, je suis prêt, regarde. Et voilà. Superbe bar rayé. Alors, le bar rayé a tendance à se torsader dans le filet. Fait qu'une des choses qu'il faut faire, il faut rapidement se dépêcher à saisir le poisson parce qu'il s'enroule à travers le fil et puis là, les hameçons vont rester pris soit dans la peau du poisson ou dans le filet. Fait qu'on se dépêche, une fois qu'on l'a mis dans le filet, là, de crocher le poisson là, rapidement. On vient de commencer la traîne, ça fait peut-être 3-4 minutes. Donc ça nous a permis quand même de prospecter déjà plus large un peu. Puis la récompense a été instantanée presque. J'avais un rapalade couleur mauve et blanche. Mercal, ça va prendre l'appui s'il te plaît. Oui. Ce bord-là. Ouais, de ce côté-là. On va laisser. Oui! Et voilà. Tiens, mon cher. Merci. Pendant que je pêche, j'essaie vraiment de me maintenir sur une ligne de descente qui est située entre 25 et 35 pieds. Fait que pour ça, je vérifie régulièrement mon sonore pour voir la profondeur. En même temps, je cherche à localiser des échos là, de poissons. Habituellement, l'achigan, on va le voir, ça vit souvent en banc aussi, fait qu'elles sont faciles à localiser. Ici, sur ma carte, on peut voir que j'ai des waypoints, c'est les points ronds qu'on voit sur ma carte bathymétrique. Fait qu'à chaque fois que j'ai eu des attaques, ou plutôt des poissons, moi, je me mets un waypoint. Là, on voit bien qu'à ce moment-là, on peut déterminer là, un trajet. Si on suit les waypoints, là, on peut les relier ensemble, puis ça fait un trajet. Ce que j'ai tendance à faire habituellement, je fais des W pour passer d'une profondeur à l'autre initialement. Puis quand que je commence à savoir dans quelle profondeur le poisson se tient, dans ce cas-ci, c'était pas mal à l'entour de 30 pieds, bien là, à ce moment-là, je peux faire des dérives beaucoup plus linéaires. Là. Fait que ça, je commence toujours en faisant des W pour passer d'une profondeur à l'autre. Je me mets des waypoints. Puis à la limite, si j'ai oublié un waypoint, j'ai sur ma carte mes trajets, c'est toutes mes lignes rouges. Fait que ce que je fais à ce moment-là, je recommence à faire le même tracé. Fait que je me remets initialement sur la ligne rouge. Puis j'essaie de repasser où le poisson avait mordu. Et là, je vais mettre un waypoint si je l'oublie.
rendu à la fin de notre journée de pêche. En conclusion, on a quand même pris quelques beaux spécimens. On a commencé par prendre du doré ce matin dès en arrivant, plusieurs dorés quand même. Après ça, on a pris des achigans sur l'heure du midi et quelques barres rayées, 2-3 barres rayées. Puis également en prime, le bonus de la journée, c'était la barbotte, comme d'habitude, des barbottes. Tout à fait. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que ce matin, on est arrivé, la marée était montante, puis l'achigan était vraiment au rendez-vous. On a eu beaucoup d'attaques, on a eu des beaux spécimens. À partir de midi et demi, là, la marée s'est mise à redescendre naturellement. À partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que le poisson n'était plus au rendez-vous pour mordre. On s'est dit, on va peut-être le provoquer en allant pêcher avec le rapala. On va le stimuler. On a pris quelques-uns. Mais à partir de ce moment-là, on a tenté une dernière fois notre chance. La pluie est venue au rendez-vous. On s'est dit, c'est assez. Le poisson ne mord pas et nous, on est froid, on est gelé, on est froid, on est frigorifié un petit peu. Là, puis notre pêche est faite. On s'est dit, on va aller se réchauffer à l'intérieur. Puis pour nous, on vous invite à demeurer à l'affût. Alors, j'espère que ça vous a plu, en tout cas autant que moi. J'aime ces reportages multi-espèces. Et pour nous en parler plus en détail, j'ai l'honneur de recevoir en studio Berkane Comin lui-même. Salut, Berkane. Bonjour. Salut. Hey, je reviens. Pêcher tard à l'automne comme ça, je sais qu'à la fin, vous étiez gelé et tout, là, mais vous êtes courageux quand même. C'est sûr, mais en même temps, il y a tellement d'activités ou d'énergie à dépenser là, pour combattre l'achigan que on ne le voit pas, là, que la journée est froide comme ça. Bien, c'est ça que je veux t'amener. Si vous avez pêché dans une journée quand même relativement froide, avec un peu de pluie vers la fin, il y avait une raison derrière ça, parce que le succès de pêche est au rendez-vous. Assurément. L'achigan, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'automne, là, il se regroupe en banc. Okay. Et à ce moment-là, il va aller il va descendre en profondeur, mais l'objectif, c'est toujours de dépenser le moins d'énergie possible là, pour aller chercher sa nourriture. Fait qu'il va se tenir entre les hauts fonds ou les berges et les profondeurs pour aller se nourrir. Fait qu'il est facile à localiser dans un contexte si on a un sonore. Okay. Puis à cette période-là de l'année, là, il se nourrit abondamment. Fait que, la nourriture de prédilection à ce moment-là, c'est pas comme dans la période estivale où on prend des leurres plus petits, des worms, des vers ou des leurres souples. Okay. À ce moment-là, il ne faut pas hésiter de prendre des imitations d'écrevisses ou de menées. Puis, le crankbait, qui est un leurre qui imite bien le mené et l'écrevisse, peut être aussi un leurre de prédilection. Donc, si je comprends bien, durant l'été, il est à moins profond d'eau que vous avez. Parce que là, tu me parles à un moment donné dans le reportage, 25-30 pieds. Ça, c'est parce qu'il commence justement son voyage pour aller hiverner dans ces profondeurs-là. Mais l'été, il est moins profond que ça. Exactement. L'été, je le pêche plus dans 5 et 15 pieds. Là, c'est vraiment une moyenne. Là. Okay. C'est sûr qu'on peut le retrouver plus en profondeur, mais il est plus dans les 5-15 pieds. Mais là, voyez-vous, dans le reportage, on le voyait, il faut penser à partir de l'automne du 20-30 pieds, puis même aller plus en profondeur, plus que l'eau refroidit. Parce qu'il faut retenir que la température préférentielle de l'achigan, c'est entre 18 et 20 degrés Celsius. Okay. Là, on pêchait en bas de 10 degrés. Mais vous comprendrez qu'à partir de 5 degrés et moins, là, on peut penser encore plus aller en plus creux. OK, je comprends. Et en tout cas, le spécimen qu'on a vu, là, qui était quand même là, corpulent, on voit qu'il y avait vraiment une belle grosse bédaine. L'achigan-là était prêt pour passer l'hiver. C'est ça la différence. L'été, on le voit qu'ils sont beaucoup plus aplatis. Vous l'avez bien nommé, là, ils viennent avec un ventre vraiment là, bien rempli, fait qu'on voit là, qu'ils sont bedonnants. Fait que ça, c'est une caractéristique aussi. Puis, il faut remarquer aussi que quand l'eau est de plus en plus froide, ces poissons-là pâlissent aussi, puis ils ont davantage de limon avant l'hiver. Okay. Fait que l'été, ils sont beaucoup plus verts, tandis que là, ils sont d'un vert jaune. Là. C'est vrai que j'ai remarqué qu'il était moins foncé qu'un type d'achigan. Mais dis-moi, Berkane, on parle d'achigan, là, mais on n'a pas mentionné petite bouche, grande bouche. Est-ce que c'est un pattern ou un genre de comportement régulier chez les deux espèces ou c'est parce qu'on ne retrouve pas les deux espèces où tu pêchais? Bien, c'est sûr que l'achigan grande bouche ou la petite bouche, on en a au Québec, mais la petite bouche s'arrête pas mal ici en frais d'auteur. C'est un poisson qui aime l'eau chaude. Fait qu'on la retrouve beaucoup plus en descendant dans le sud et aux États-Unis. Okay. Tandis que l'achigan grande bouche, lui, c'est à partir de Montréal parce que justement, on a beaucoup plus de température clémente là, en descendant. Fait que les Américains, eux, ils prisent beaucoup l'achigan grande bouche. C'est leur poisson de prédilection. Nous, c'est la mouchetée. Okay. Mais pour l'achigan, c'est comparable, là, sauf qu'il est beaucoup plus petit en frais de grosseur aussi. J'ai vu à un moment donné dans le reportage que vous avez changé de technique de pêche. Et là, entre autres, que vous avez attrapé un bord rayé, entre autres. J'ai bien aimé, Berkane, permets-moi cette parenthèse-là, la façon que tu as manipulé le poisson.
sachant très bien que la possession est interdite au niveau du bar rayé, qu'on est obligé de le remettre à l'eau. On espère que ça va changer, mais ça, c'est un autre dossier. Mais tu n'as pas pris le temps là, de nous le montrer ou de le taponner. Tu l'as pris, tu l'as décroché, tu l'as remis à l'eau. C'est ce qu'on préconise finalement lorsqu'on veut faire une saine remise à l'eau. Exactement. Puis j'avais mis l'importance aussi de dire que le bar rayé a tendance à torsader ou à tourner sur lui-même. Donc, c'est d'où l'importance que quand on le puise, c'est rapidement de l'immobiliser pour le décrocher puis le remettre à l'eau. Fait que le moins de manipulation possible. Là. Exactement. Fait que j'ai apprécié ça. Et également dans le reportage, ce qu'on voit peu malheureusement, mais c'est parce que nous, on s'en parle et on le sait, vous avez capturé bon nombre de dorés. Oui, effectivement. On a pris, dès le début de la journée, c'est le doré qui était au rendez-vous. Mais il faut retenir que souvent, les dorés vivent en banc, les achignans aussi. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, il faut se tasser un peu. Fait que si on prend beaucoup de bar rayés, c'est le même principe. C'est que les poissons vivent en regroupés puis rarement mélangés. Okay. Peut-être qu'ils vont l'être, mais en deux regroupements. Et on parle-tu ici des mêmes techniques de pêche pour les deux espèces? Ça ressemble, parce que plus que la saison avance, plus il faut avoir des présentations lentes. Tu sais, comme je disais, moi, j'étais à 1000 à l'heure ou moins. Puis on privilégie aussi les grosses bouchées parce que en soi, c'est un peu comme les ours. Et ils se gavent avant l'hiver, fait qu'ils vont faire leur réserve de gras parce que l'hiver, c'est un moment où on tombe en accalmie, ils se déplacent beaucoup moins, puis ils vont éviter de se déplacer. Fait qu'ils vont choisir des endroits où il y a moins de courant. C'est que comme en rivière, là, les bonnes places à choisir, c'est en amont là, des chutes ou des rapides, au pied des ponts. Là, ça, c'est des bonnes fosses où ils peuvent aller descendre en profondeur. Tandis que dans le fleuve, on a des accès parce que du 25-30 pieds, il y en a en masse là, en descendant. Mm-hmm. Donc, c'est la technique principalement au drop shot, ce que Samuel, ton compagnon, dans le reportage, nous explique. Et ça semble être quand même assez populaire. Oui, bien le drop shot, c'est une présentation lente. Fait qu'une fois qu'on a localisé le poisson, c'est pour ça que on se prenait m'emmener on pêchait à la traîne avec des poissons parce que ça nous permet des fois de le localiser. Fait que c'est pas une technique à privilégier, là, surtout quand l'eau est froide, mais des fois, ça nous permet de déplacer rapidement pour trouver le poisson. Très intéressant, Berkane. Merci beaucoup de ton passage à l'émission encore une fois. Bien, ça fait plaisir. Eh bien oui, une autre émission qui est déjà terminée. On sait, ça passe vite, mais on espère que le reportage vous a plu. On remercie beaucoup Berkane, notre pêcheur professionnel ici à l'affût, et son collaborateur Samuel Hubert. Et nous, ben, comme on vous le dit habituellement, quoi qu'il arrive, on reste à l'affût.